Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, disons, sensible et complexe de l'histoire de France. La manifestation du 17 octobre 1961 à Paris. C'est une histoire qui, d'après le document qui nous sert de base, est loin d'être simple, plein de controverses, avec des récits qui s'opposent. Allez, on plonge directement dans l'analyse de cette source. Et tout de suite, la question qui est au cœur du débat, elle est simple, mais elle est explosive. Est-ce qu'on parle d'un massacre d'État, comme on l'entend souvent, ou bien, comme l'affirme notre source, d'un massacre imaginaire? C'est vraiment ce conflit, ce choc des récits qu'on va essayer de décortiquer. Voilà, les deux versions sont posées là, juste en face l'une de l'autre. D'un côté, on a le récit qu'on connaît tous, ou presque, des centaines de manifestants algériens tués par la police parisienne, et de l'autre, eh bien, on a l'affirmation de notre source, qui est quand même radicale, tout ça serait un mythe, une fabrication. La question c'est, comment est-ce que deux visions aussi opposées d'un même événement peuvent exister? C'est ce qu'on va voir en s'appuyant sur ce document. Bon, avant d'aller plus loin et pour vraiment comprendre la thèse de notre source, il faut qu'on pose le décor. On doit se replonger dans le contexte historique de cette journée. On est donc en 1961. Et il faut bien comprendre que la guerre d'Algérie, à ce moment-là, elle ne se passe pas qu'en Algérie. Pas du tout. Selon notre source, le conflit il s'est vraiment exporté en France métropolitaine. Les rues de Paris sont devenues le théâtre de cette guerre, avec une atmosphère hyper tendue, une violence palpable à chaque coin de rue. Et pour bien mesurer l'ampleur de ce conflit sur le sol français, la source donne un chiffre qui frappe quand même. Elle parle de plus de 10 000 attentats commis par le FLN en métropole. Et elle insiste sur un point, le FLN ne se battait pas seulement contre l'État français. Non, il y avait aussi une guerre interne, une lutte sanglante contre d'autres Algériens, notamment les partisans du MNA, un mouvement rival. C'est dans ce climat de violence extrême que les autorités décident d'imposer un couvre-feu. Mais attention, un couvre-feu qui vise spécifiquement les Français musulmans d'Algérie, comme on disait à l'époque. La réponse du FLN, elle est immédiate, il appelle à une grande manifestation pour défier cette interdiction. Et c'est là, bien sûr, que tout va basculer. C'est l'étincelle. Ok, le décor est planté. Maintenant, on entre dans le vif du sujet, le cœur de l'argumentation de la source. Comment, d'après elle, cette histoire officielle a été fabriquée? Comment est-ce qu'on en est arrivé à parler d'un massacre? Et là, la source, elle ne mâche pas ses mots. Le terme qu'elle emploie, c'est fabrication. Pour elle, ce n'est pas une erreur ou une mauvaise interprétation. Non, c'est une construction volontaire, intentionnelle, d'un récit qui serait faux. Une manipulation, en somme. Alors, d'après le document, toute cette histoire de massacre reposerait en fait sur 3 piliers, 3 livres. Et la source s'attaque à chacun d'eux. D'abord, le livre d'Ali Haroun, qualifié de plaidoyer militant, pas d'un travail d'historien. Ensuite, celui de Jean-Luc Einaoudi, qui serait truffé d'erreurs de méthode. Et enfin, le livre de House et McMaster, à qui la source reproche d'avoir mis toutes les morts algériennes sur le dos de la police, en oubliant complètement la guerre interne, cette fameuse lutte à mort entre le FLN et ses rivaux. Mais alors, concrètement, comment est-ce que ces auteurs auraient fait pour gonfler les chiffres? La source détaille plusieurs techniques de manipulation supposées. D'après la source, il y aurait 4 méthodes principales. Premièrement, on mélange les dates. On prend des morts qui ont lieu avant le 17 octobre, d'autres après, et on met tout dans le même sac. Deuxième méthode, on attribue systématiquement toutes les morts d'Algériens à la police sans chercher plus loin. Troisième point, et c'est un point lourd, l'invention de l'histoire des noyades massives, qui viendrait d'un tract du FLN publié plus tard. Et enfin, le plus troublant peut-être, le fait de compter des cadavres inventés, c'est-à-dire des victimes qui n'auraient en fait jamais existé. Et c'est maintenant qu'on arrive au nerf de la guerre, si on peut dire, la bataille des chiffres. C'est là que la source pense avoir son argument le plus fort, en se basant sur les archives. Et là, attention, le chiffre que la source avance est 0. D'après les registres de l'Institut médico-légal de Paris, la nuit même du 17 au 18 octobre, il y a eu 0 corps de Nord-Africains admis à la morgue. 0. C'est un chiffre qui, évidemment, s'il est avéré, vient percuter de plein fouet l'idée d'un massacre de grande ampleur cette nuit-là. Et le lendemain matin, le rapport officiel transmis au préfet de police fait état de 3 morts au total, 2 Algériens et 1 Français. Et la source précise bien que pour les 2 Algériens, rien ne prouve formellement qu'ils aient été tués par la police. On est très très loin des centaines de morts du récit habituel. Bon, on pourrait se dire, ok, mais peut-être que les corps sont arrivés les jours d'après. Eh bien, si on regarde la période qui suit, entre le 17 et le 21 octobre, la source décompte un total de 7 corps de Nord-Africains à la morgue. 7. Et là-dedans, il y a même des causes comme un accident de la route. Encore une fois, selon l'auteur, ça ne colle pas avec l'idée d'un massacre de masse. La question qui vient tout de suite, c'est « D'accord, mais alors tous ces morts algériens à cette période, ils viennent d'où? S'il n'y a pas eu de massacre policier, quelle est l'explication ?» Eh bien, la source a sa propre théorie. Parce qu'il y a cette image terrible qui est associée au 17 octobre, les corps retrouvés dans la Seine.
C'est peut-être l'image la plus forte. Alors qu'est-ce que notre document nous dit là-dessus? Alors voilà l'argumentaire. Sur tout le mois d'octobre 1961, il y a bien eu 34 corps de Nord-Africains sortis de la Seine et de la Marne. Le chiffre est là. Mais, et c'est le point crucial de la thèse, la source affirme que d'après les enquêtes de l'époque, la quasi-totalité de ces morts n'étaient pas des manifestants tués par la police, mais des victimes de la guerre interne entre Algériens. Le texte va même plus loin. La noyade aurait été une des signatures, une des méthodes utilisées par le FLN pour éliminer ses rivaux. Et si on prend encore plus de recul, sur toute l'année 1961, le tableau est encore plus parlant, selon la source. Sur les 308 corps nord-africains enregistrés à la morgue cette année-là, la grande majorité serait en fait le résultat de cette guerre inexpiable, c'est le terme utilisé, entre le FLN et tous ses opposants. On arrive donc à la conclusion de la source. Pour elle, toute cette affaire est un cas d'école, un exemple parfait de la façon dont on peut, selon ses termes, fabriquer un mythe. Et pour appuyer cette conclusion, la source met en avant deux éléments qu'elle juge décisifs. D'un côté, un rapport officiel, le rapport Mandelkern de 1998, qui, d'après notre texte, aurait blanchi la police. De l'autre, les travaux d'un historien, Jean-Paul Brunet, qui aurait, lui, démonté point par point les erreurs et les manipulations de chiffres dans les livres qui ont construit le récit du massacre. Donc, le verdict final de la source est clair, net et sans appel. Le massacre du 17 octobre 1961, tel qu'on le raconte, n'aurait tout simplement pas existé. Ce serait une pure construction idéologique montée après les faits. Un cas d'école pour l'auteur de désinformation historique. Et pour bien montrer que ce ne serait pas un cas isolé, la source adresse un parallèle avec d'autres affaires, d'autres fabrications présumées de l'histoire. Elle cite le massacre de Katyn, l'affaire des couveuses au Koweït, ou plus récemment les armes de destruction massive en Irak. Bref, elle place le 17 octobre 1961 dans la lignée de ce qu'elle considère comme de grandes manipulations historiques. Et tout ça, au final, ça nous laisse avec une question fondamentale, qui dépasse largement le seul cas du 17 octobre 1961. Comment est-ce qu'une version d'un événement, qu'elle soit vraie ou non, finit par s'imposer dans la mémoire collective? Comment un récit devient l'histoire, avec un grand H? C'est une réflexion, au fond, sur la manière même dont l'histoire s'écrit.